Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Uramiya Honpo. Minasan konnichiwa, perfectigium des. Il y a bientôt un an, je vous avais parlé de Ai Enma, la fille des enfers, et du site internet Le Courrier des Enfers, qui vous permettait de vous venger d'une personne vous ayant fait du tort en l'expédiant illico presto en enfer, avec en légère contrepartie, très légère, 3 fois rien, le fait que vous aussi iriez en enfer une fois mort. Évidemment, les plus radins trouveront que la damnation éternelle, c'est quand même un peu cher payé pour une petite vengeance nette de rien du tout. Je les comprends. Heureusement pour eux, il existe une alternative bien moins onéreuse, appelée Uramiya, laquelle, bien plus matérialiste que Ai Enma, préfère les paiements en espèces sonnantes et trébuchantes. Par contre, pour des raisons de confidentialité bien compréhensibles, elle n'accepte ni les chèques ni les virements. Elle est l'héroïne du manga Uramiya Honpo, créé par Shosho Kurihara en 2000, qui, même s'il est encore inédit en France, connaît beaucoup de succès au Japon, puisque bien que la série principale se soit terminée en 2007, elle fut suivie d'une suite, elle-même suivie d'une autre suite, et encore une, et on en est actuellement à la 4e, dont la parution, entamée en 2014, se poursuit encore aujourd'hui. Comme quoi, si le crime ne paie pas, la vengeance, elle, est très lucrative, et Uramiya va nous le prouver au cours des 12 épisodes de la série live adaptée de ce manga. Ikuzo! Visiblement, je me suis trompé de chaîne, parce que ça, c'est pas le genre de musique comme le début d'une série sombre et sérieuse sur le thème de la vengeance. Ah, effectivement, je me suis trompé de chaîne. Ça, c'est un micro-trottoir avec un journaliste qui demande aux passants s'ils ont déjà eu envie de se venger de quelqu'un. Ah, ça y est, la série commence. Par une femme qui nous fait une interprétation très réussie du dernier acte de la Tosca. Sa représentation attire évidemment les curieux, dont cette mystérieuse femme en rouge. Ah oui, il va falloir vous y habituer, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, on entend cette musique, et à chaque fois je dois faire un effort surhumain pour me retenir de crier... Wallé! Et bien que ce soit la 3e épouse du même type qui décède prématurément en lui laissant une confortable somme d'argent, madame, que ressent-on quand on est l'épouse d'un tel homme? Eh bien, une merveilleuse impression de sécurité. La police conclut malgré tout à un suicide. Eh ben, à ce niveau d'incompétence, c'est déjà bien qu'ils aient pas conclu à une mort naturelle, voire une morsure de vipère. Il va sans dire que le père de la victime n'est pas vraiment d'accord avec les conclusions de la police et noie son chagrin dans l'alcool. Il a bu son verre comme les autres. Il croise en chemin la femme en rouge du début, qui lui remet discrètement sa carte après avoir pompé une réplique de la fille des enfers, ce qui a pour effet de déclencher enfin le générique, dans lequel elle nous lit la dissertation qu'elle avait faite pour son bac de philo. Cette femme est donc Uramiya, ce qu'on pourrait traduire littéralement par la marchande de rancune. Encore que dans le contexte où on l'emploie, Urami se traduirait plutôt par désir de vengeance. Donc pour moi, une traduction plus correcte d'Uramiya serait marchande de vengeance. Car comme son nom l'indique, son métier consiste à aider les gens à se venger d'une personne leur ayant fait du tort, contre un règlement en espèces sonnantes et trébuchantes. Elle lui signale d'ailleurs au passage que les parents d'une épouse / victime de son ex-gendre avaient justement tenté de se venger eux-mêmes et que malheureusement ils s'étaient un peu loupés. En gros, elle lui explique qu'il vaut mieux confier la vengeance à des professionnels. Le père éploré accepte donc d'engager Uramiya, qui lui répond par une de ses 2 catchphrases. Et le lendemain, le veuf joyeux voit débarquer un nouveau voisin de palier. You know what? I'm happy.
et de nombreux ennuis puisqu'il se retrouve victime d'une série d'incidents rappelant les circonstances des morts de ses précédentes épouses. La première s'était noyée dans sa baignoire, son thermostat d'eau chaude fait des excès de vitesse. La deuxième s'est tuée dans un accident de voiture, ses freins lâchent. Et à chaque fois, le nouveau voisin fait l'innocent, tout en lui agitant sous le nez un indice flagrant de sa culpabilité. On pourrait donc croire que le voisin en question a été engagé par Uramiya pour l'éliminer, sauf qu'en fait c'est le contraire. Il s'agit en réalité d'un suicidaire qu'elle a engagé pour qu'il mette fin à ses jours, de manière à ce qu'on croit que le type l'a tué. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Ce qui a le double avantage d'expédier le type en prison pour un crime que, pour une fois, il n'a pas commis, tout en permettant à sa famille de toucher une confortable prime d'assurance vie qu'on n'aurait pas pu leur verser en cas de suicide. Il ne reste donc plus à Uramiya qu'à toucher son salaire et à repartir en sortant sa deuxième catchphrase pendant que son client conclut à juste titre Ainsi se termine le premier épisode de la série qui introduit un schéma qu'on va retrouver dans les suivants. Un micro-trottoir dont la dernière personne interrogée sera la cible d'Uramiya dans l'épisode, plus rarement son ou ses clients. Un pré-générique nous introduisant les protagonistes et les raisons pour lesquelles un tel voudra se venger de un tel, et qui se termine quand Uramiya remet sa carte à son futur client, ce qui déclenche le générique, suivi du reste de l'épisode où on découvrira comment Uramiya va s'y prendre pour piéger sa cible. Et on trouve de tout parmi ces cibles. Des meurtriers, des maîtres chanteurs, une fan hystérique stalkant et tentant même de séquestrer son acteur fétiche, et dont la punition sera d'être stalké à son tour par un type encore plus atteint qu'elle, un flic ripou doublé d'un chauffard qui utilise sa position pour échapper à la justice après avoir écrasé une vieille dame. Au passage, l'équipe des effets spéciaux aurait quand même pu faire un effort, parce que là ça se voit que l'impact a été simplement dessiné sur le pare-brise. Et même la version japonaise de Gaïa de la Guilde de Noob. Il y a même une fois où elle se fait engager par une petite futée qui pense pouvoir commettre le crime parfait en faisant tuer son mari par son amant, puis en engageant Uramiya pour qu'elle liquide l'amant. Malheureusement pour elle, Uramiya s'en rend compte et elle apprécie pas du tout. Ceci dit, elle aurait tort de se plaindre. Elle l'a engagé pour tuer l'assassin de son mari, et c'est ce qu'elle a fait, et sans lui réclamer d'argent ensuite en plus. Maintenant, si elle n'est pas contente, faut qu'elle voie ça avec le service après-vente. Non, elle n'a pas changé de coiffure, c'est juste que d'habitude elle porte une perruque noire. Bon, par contre, comme j'ai pas pu lire le manga, je sais pas si le coup de la perruque existait déjà dedans, ou si c'est une idée qu'ils ont eue parce que l'actrice avait les cheveux courts au moment du tournage. Quant aux punitions de ses cibles, elles vont de l'humiliation publique à la mort dans d'atroces souffrances, en passant par l'arrestation pour un crime qu'on n'a pas commis, l'un n'empêchant pas forcément l'autre d'ailleurs. Et il y a souvent un certain sens de l'ironie dans ces punitions, qui font écho aux méfaits qu'ils ont commis pour les mériter, ce qui fait que les épisodes de la série possèdent une certaine justice poétique, ce qui rappelle certains récits policiers et d'horreur des légendaires EC Comics, et c'est à chaque fois l'occasion d'apprécier l'intelligence machiavélique d'Uramiya, qui met toujours au point un stratagème très élaboré pour piéger ses cibles, au point que même quand on a l'impression que ça ne se passe pas comme prévu, tout se passe en réalité exactement comme elle l'avait prévu. Tout se passe comme prévu en ne se passant pas comme prévu. Il y a même une fois où elle fait exprès de se faire capturer et droguer à mort par sa cible, pour lui faire ensuite le coup du « Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort !» Uramiya ne travaille cependant pas en solo, elle est assistée par 4 personnes. Tout d'abord, Joya, qui est interprété par Susumu Terajima, l'acteur fétiche de Takeshi Kitano, et comme son nom l'indique, Joya signifiant marchand d'informations, il est l'informateur d'Uramiya, dont le boulot consiste à rechercher les infos dont elle a besoin pour mener ses plans à bien. Il suit un régime très strict à base de cigarettes, d'alcool et de croquettes pour chiens, qu'il partage avec sa chienne adorée, Linda-chan. Ensuite, il y a Shu. Ok, je la fais. Qui exerce la profession d'host. Pour ceux qui ne connaissent pas, un host, ou hôte en bon français, est un homme dont le métier consiste à tenir compagnie et à distraire les clientes de certains bars spécialisés. Le métier existe aussi en version féminine d'ailleurs. C'est donc le bellâtre narcissique de service, dont le côté tête à claque ne l'empêche pas d'avoir énormément de succès auprès de la gente féminine. Ou presque, là il vient de se prendre son tout premier râteau. Uramiya fait souvent appel à lui quand ses plans impliquent de charmer ses cibles féminines. Et c'est aussi un spécialiste du déguisement.
Mec, c'est pas parce que tu te déplaces en moto qu'il faut te prendre pour Kamen Rider. Vient ensuite Rina. À la base, elle avait engagé Uramiya pour la débarrasser de son beau-père incestueux qui la violait régulièrement, tâche dont elle s'acquittait avec sa logique œil pour œil habituelle, et qui lui a donc permis d'être débarrassée définitivement de son beau-père, même si ce n'est pas exactement de la façon à laquelle elle se serait attendue. Néanmoins, n'ayant pas les moyens de payer les tarifs exorbitants d'Uramiya, Rina s'acquitte de sa dette en travaillant pour elle jusqu'à remboursement. Et c'est probablement le personnage le plus malchanceux de la série. C'est bien simple, même Candy Neige André, Princesse Sarah et Rémi sans famille relativisent sur leurs problèmes en la voyant. Car non seulement elle s'est fait régulièrement violer par son beau-père avant de s'en débarrasser, non seulement Uramiya fait souvent appel à elle pour des missions dangereuses qui l'amènent à assister à des meurtres, voire en être complice, mais en plus, sa meilleure amie mourra au cours de la série victime d'une erreur médicale. Alors, sachant que le médecin responsable n'est pas venu à l'hôpital quand ils l'ont alerté parce qu'il était trop occupé à jouer au docteur avec sa maîtresse, mais qu'il s'est ensuite débrouillé pour que ce soit une de ses collègues qui porte le chapeau à sa place, et vous remarquerez que les flics ne lui ont même pas laissé le temps d'enlever sa tenue de travail avant de l'embarquer, et je vous laisse deviner qui se fait buter à la fin de l'épisode. Gagné! Donc, le tragédie relief, c'est fait. Passons maintenant au comédie relief. Takeomi Shiwasada, à côté de qui, même moi, j'ai l'air normal. Vous voyez ce que je veux dire? Un otaku complètement déconnecté de la réalité et perpétuellement dans son trip, qui se prend carrément pour un personnage de sa série de tokusatsu préférée, au point qu'à chaque fois qu'Uramiya a besoin de ses services, elle le fait contacter par Joya, qui se fait passer pour un membre de l'Empire Makuroin. Non, sérieusement. Bon, par contre, ne cherchez pas, sa série préférée, Den-O Tentokei, n'existe pas. Du moins pas en dehors de l'univers de la série. D'ailleurs, même s'il fallait bien qu'on voit de temps en temps des images de la série à la télé, ils ne se sont pas trop foulés et ont tourné une seule scène. Le problème, c'est que non seulement on se rend assez vite compte que c'est toujours la même scène qui passe à la télé, mais en plus, on voit l'équipe tourner cette scène après sa diffusion. Alors, je sais bien qu'on reproche souvent aux séries de tokusatsu d'être un peu répétitives, mais là, c'est quand même un peu gros. D'ailleurs, l'acteur principal de la série est joué par un ancien acteur de tokusatsu. Yuki Kuroda joue en effet le rôle de Kamen Rider Glaive dans le film Kamen Rider Blade Missing S, qui est d'ailleurs le film dans lequel on croisait l'actrice d'Astro Girl. Du coup, on pourrait avoir un épisode où Carrie Sellers, alias Astro Girl, fait un reportage sur Uramiya pour son journal. Je suis en train de mélanger 3 séries différentes, c'est ça? D'ailleurs, l'actrice qui joue le rôle d'Uramiya vient elle aussi du tokusatsu. Ayumi Kinoshita est en effet devenue célèbre grâce à son rôle de Deka Yellow dans la très bonne série Deka Ranger. D'ailleurs, son personnage dans la série avait une personnalité si diamétralement opposée à celle d'Uramiya qu'un crossover entre les deux, ça donnerait ça. Par contre, Uramiya a un point commun avec un des autres personnages féminins principaux de Deka Ranger, Deka Pink, en l'occurrence le goût prononcé pour les bains. En effet, sur les 12 épisodes de la série, il y en a 5 qui comportent une scène totalement gratuite, la montrant en maillot de bain dans sa piscine, plus un épisode où visiblement elle en sort tout juste. Et je ne parle pas de l'épisode double final, dans lequel elle s'habille carrément en dominatrice. Ah, fanservice, quand tu nous tiens... Passons à présent à l'antagoniste principal de la série. Et si on dit souvent que Dexter est la seule série où le gentil est le méchant, Uramiya Honpo est une série où le méchant est le gentil. Car même si le spectateur est généralement du côté de Uramiya, parce que la plupart du temps ses victimes méritent leur sort, il ne faudrait pas oublier que c'est une anti-héroïne. Elle ne recule devant aucun moyen pour punir ses cibles, allant souvent jusqu'au meurtre, direct ou par procuration, et fait très peu de cas des éventuelles victimes collatérales. N'oublions pas d'ailleurs qu'elle est plus motivée par l'appât du gain que par un éventuel sens de la justice. Dans ces conditions, son adversaire récurrent ne pouvait être qu'un policier. En l'occurrence, il s'agit de Yadorogi, un inspecteur qui ne manque pas de flair. Cette affaire sent mauvais. Et même si Uramiya se donne beaucoup de mal pour dissimuler son existence au grand public, n'hésitant pas à menacer ses propres clients si ceux-ci avaient le malheur de parler d'elle à qui que ce soit, ses activités finissent quand même par attirer la curiosité de Yadorogi, qui cherchera à découvrir sa véritable identité. En fait, au cours de la série, de nombreux indices se mettent en place
qui amène Yadorogi et le spectateur à penser que Uramiya serait en fait Kiyomi Shinjo. En effet, les deux portent le même pendentif, et Uramiya collectionne les papillons bleus, alors que quand elle était enfant, alors qu'elle chassait justement des papillons bleus, Kiyomi a assisté au massacre de sa famille par un tueur armé d'une hache, affaire qui ne fut jamais résolue. On est donc en droit de penser que Kiyomi, traumatisé par l'événement, est devenu Uramiya pour satisfaire sa soif de vengeance par procuration. Mais non! Dans le dernier épisode, Yadorogi finit par retrouver la trace de Kiyomi Shinjo, et si elle est effectivement un parfait sosie d'Uramiya, elle a été tellement traumatisée par le meurtre de sa famille qu'elle vit depuis recluse dans un établissement psychiatrique. Son alibi est donc aussi solide que sa santé mentale est fragile. Sauf que... ça colle pas. Puisque tous les indices qu'on nous a montrés au cours de la série allaient avec le fait que Kiyomi était Uramiya. Et pas seulement ceux relevés par Yadorogi, qu'on pourrait justifier par une fausse piste laissée à dessein par Uramiya, mais même les cauchemars récurrents d'Uramiya qui assistent aux événements qui ont traumatisé Kiyomi. Sans parler de la ressemblance physique entre les deux. Ce qui nous amène carrément à penser que Uramiya serait en fait un personnage surnaturel, une sorte de double de Kiyomi, une incarnation de son désir de revanche refoulé. Bon, en fait, il n'en est rien, hein. Leur ressemblance et leurs liens seront expliqués beaucoup plus tard, et n'ont absolument rien à voir avec cette théorie. Car même si cette série ne comporte que 12 épisodes, elle sera suivie de 2 téléfilms et d'une deuxième série intitulée Uramiya Honpo Reboot, que j'analyserai dans de futures émissions. La série principale se terminant par un épisode double dans lequel Uramiya et Yadorogi enquêtent sur les agissements de flics ripoux qui manipulent Noda, l'assistant de Yadorogi, pour qu'il le tue, ou alors c'est parce qu'il a chopé la rage, ça expliquerait qu'il bave autant, amenant Yadorogi à le tuer accidentellement en état de légitime défense. Les flics ripoux connaîtront évidemment une punition appropriée des mains d'Uramiya, et la série se conclut quand Uramiya est contacté par la mère de Noda, qui l'engage pour tuer Yadorogi afin de venger la mort de son fils. Une preuve s'il en fallait que même si la plupart des victimes d'Uramiya sont effectivement des ordures qui ont tout fait pour mériter leur sort, elle se soucie bien peu de la justice, et peut très bien s'occuper aussi de personnes intègres ayant commis une faute de manière accidentelle ou justifiée et éprouvant de sincères regrets pour cela. C'est donc sur cette fin aussi ouverte que pessimiste et immorale que se termine la série Uramiya Honpo, qui par certains aspects rappelle un peu la série The Pretender, ou Le Caméléon en VF. Puisqu'Uramiya s'apparente presque à une Jarod au féminin, chaque épisode étant consacré à l'enquête qu'elle mène sur les méfaits de sa cible, avant de lui infliger une punition en rapport avec ses crimes. Chaque épisode bénéficie ainsi d'un excellent suspense, reposant sur la question « Comment Uramiya va-t-elle punir sa cible ?» de l'épisode, et réussit parfaitement à nous faire partager le désir de vengeance de ses clients, sans pour autant négliger une bonne dose d'humour, aussi bien l'humour noir dans les punitions très ici comics de ses cibles, que de l'humour décalé apporté par le personnage de Takeomi. Ajoutez à cela un excellent casting, mené par une Ayumi Kinoshita campant une Uramiya cynique, immorale et machiavélique à souhait, et la seule chose qu'on pourra reprocher à la série, c'est de nous teaser tout le long la révélation de la véritable identité et des motivations d'Uramiya, pour au final nous faire le coup du « Ha ha ha, poisson d'avril, c'était pas elle en fait !» Car à part ça, c'est une excellente série policière qui nous donne envie de retrouver Uramiya dans ses aventures ultérieures. D'autant plus qu'on a tous connu au moins une fois une personne dont on a eu envie de se venger. Moi-même, entre les élèves qui me traitaient de gogol à cause de mon syndrome d'Asperger quand j'étais petit, cette inspectrice d'académie qui m'a dit que je voulais être prof uniquement pour le fric, alors qu'elle-même a mis des mois avant de m'adresser un rapport d'inspection qu'on aurait cru rédigé par un élève de 6e, tout en se pavanant dans un tailleur strict et des bijoux hors de prix, et cette collègue de ma brève carrière dans l'informatique qui m'interdisait de lui parler parce que j'étais bête, je demanderais probablement un tarif abonnement à Uramiya. Tiens. Comment c'est arrivé dans ma poche, ça? Jeanne.
Allô? Allô?